Bonjour, je suis Julie Mathieussy, enseignante-chercheuse en droit privé et je vais vous parler aujourd'hui du Covid-19 comme risque pour les droits des patients. L'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 affirme que la nation garantit à tous la protection de la santé. En découle un objectif constitutionnel d'égal accès aux soins que l'on retrouve au frontispice de notre Code de la santé publique, à l'article L 1110-1, mais également dans divers textes internationaux, notamment dans la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997, qui dispose très clairement que les États membres prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer dans leur sphère de juridiction un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée. Cet équilibre fragile entre égal accès aux soins et ressources sanitaires est au cœur de la crise du Covid-19. Dans le contexte d'une pandémie comme celle que nous connaissons aujourd'hui, un réaménagement des ressources a été nécessaire pour faire face à l'urgence et à l'arrivée massive de patients. Dans la présente vidéo, je centrerai mon propos sur les patients positifs au Covid-19. En la matière, les questions sont médicales et éthiques plutôt que juridiques. Les juristes peuvent toutefois fournir quelques points de repère quant à la légalité des choix réalisés. Pour cela, il faut distinguer premièrement, l'indication médicale, qui est parfaitement légale et souhaitable. Deuxièmement, l'adaptation exceptionnelle des services à la pandémie, qui est elle aussi indispensable pour garantir le meilleur accès aux soins. Troisièmement, la discrimination, qui, quant à elle, est interdite par la loi, le droit constitutionnel et le droit international. Voyons donc en premier lieu l'indication médicale. Les médecins sont tenus de veiller à ce que les actes de prévention, d'investigation ou de traitement qu'ils prescrivent ne constituent pas pour les patients un risque supérieur aux bénéfices escomptés pour leur santé. Ce rapport bénéfice-risque permet ainsi de choisir le traitement le mieux adapté pour un patient donné, mais aussi de laisser de côté les traitements qui comporteraient des inconvénients supérieurs aux bénéfices escomptés pour les patients. C'est ainsi que les soins de réanimation, qui sont des soins très invasifs, pouvant être difficiles à supporter, sont parfois proscrits pour des patients dont l'état de santé est fragile, et notamment pour les plus âgés. Cela n'est toutefois pas toujours le cas, et une fiche destinée aux agences régionales de santé rappelle d'ailleurs que, je cite, « Les personnes âgées suspectes d'infection Covid-19 mettant en jeu leur pronostic vital, mais pour lesquelles l'hospitalisation représente un bénéfice réel, doivent être hospitalisées ». L'indication médicale relève donc d'une démarche conforme à la déontologie médicale et à la loi. Elle ne remet pas en cause le meilleur accès aux soins pour les patients. Au contraire, elle y participe. Il faut toutefois bien admettre qu'à l'heure actuelle, cette indication médicale s'exerce dans un contexte très dégradé. Ce sera mon second point dédié aux aménagements exceptionnels des services. La pandémie est une situation exceptionnelle à laquelle il faut savoir réagir vite. C'est tout l'objet des plans blancs et hors sang, plans d'action visant respectivement pour les établissements de santé et pour l'État à anticiper l'organisation du système de santé en cas d'afflux massif de patients. Dans le cadre de la pandémie actuelle, ces plans ont permis la mise en place rapide de services d'urgence spécifiques et d'unités spécialisées pour la prise en charge des patients positifs au Covid-19. L'objectif est bien sûr de maintenir un niveau élevé de qualité dans la prise en charge. Il est toutefois possible de schématiser en distinguant 3 modes de fonctionnement plus ou moins dégradés selon le niveau de saturation. Au premier niveau, lorsque la situation quant à l'état de santé des patients, leur nombre et la circulation du virus dans une zone donnée permet d'accueillir tous les patients positifs au Covid-19, on peut proposer aux patients les mêmes soins que ceux qui leur auraient été proposés hors temps de pandémie. L'accès aux soins est donc décidé selon la seule indication médicale, comme c'est le cas en temps normal. Au deuxième niveau, la situation sanitaire oblige à libérer des lits plus vite qu'on ne l'aurait fait en temps normal, soit en sortant les patients un peu plus vite des services, soit en les transférant dans une autre région. Il faut alors choisir quels patients seront transférés ou sortis du service de façon prématurée. Enfin, au troisième niveau, la situation sanitaire fait qu'aucune libération de lit n'est envisageable. Il faut alors décider qui, parmi des patients qui auraient eu accès en temps normal aux soins, n'y aura pas accès. Au niveau 2 et 3 de fonctionnement, un choix est à faire entre des patients qui tous avaient un rapport bénéfice-risque favorable à un traitement donné, mais pour lesquels il n'y a pas assez de traitements ou de lits disponibles. L'exemple topique, c'est celui des lits de réanimation. Que faire lorsqu'un service est saturé?
eh bien, il faut choisir parmi les patients qui, tous en temps normal, se seraient vus indiquer une réanimation rapide dans ce service. Y a-t-il une atteinte à l'égal accès aux soins de la part des établissements publics et donc de l'État pour ne pas avoir fourni les moyens nécessaires à la protection de la santé de tous les citoyens ? La question devra être posée, mais la caractérisation d'une atteinte est très incertaine, dès lors que le Conseil constitutionnel concilie l'objectif d'égal accès aux soins avec celui d'une politique de maîtrise des dépenses de santé. Pourrait-il y avoir atteinte à l'égal accès aux soins de la part des médecins? Le fait d'avoir dû faire un choix contraint par le manque de moyens n'est pas bien sûr une faute détachable du service de nature à engager la responsabilité personnelle des soignants. Toutefois, la façon dont le choix est effectué peut ou non être constitutive d'une discrimination. Et j'en viens à mon troisième point sur l'interdiction des discriminations à l'encontre des patients. L'article L. 1110-3 du Code de la santé publique dispose qu'un professionnel de santé ne peut refuser de soigner pour l'un des motifs visés par le Code pénal. Parmi ces motifs, on retrouve l'état de santé et l'âge. Dans ce cadre, comment distinguer parmi tous les choix contraints par le manque de moyens ceux qui sont constitutifs d'une discrimination et ceux qui n'en relèvent pas? Un choix non discriminatoire dans ce contexte est un choix qui, semble-t-il, repose sur une pluralité de critères, d'une part, et un choix qui est individualisé, d'autre part. Voyons ces deux conditions. La pluralité de critères, d'abord, est une exigence qui a été dans le débat public. La presse, c'est en fait l'écho de pratiques, en particulier dans le Grand Est, consistant à exclure systématiquement les plus de 75 ans des services de réanimation. Dans le même ordre d'idées, l'association Corona Victimes a exercé un référé-liberté devant le Conseil d'État en arguant de refus d'hospitalisation systématique pour les résidents d'EHPAD. De fait, les critères faisant directement et exclusivement référence à l'âge ou à l'état de santé sont à proscrire. Cela a notamment été affirmé par une recommandation professionnelle multidisciplinaire à l'intention des professionnels de santé le 24 mars 2020. Il faut également prendre garde aux critères qui reviendraient à prendre en compte l'âge ou l'état de santé, mais de façon indirecte cette fois, comme les scores de fragilité que l'on retrouve dans la recommandation du 24 mars 2020 que je viens de citer, mais également à travers des mentions de l'autonomie antérieure des patients ou des comorbidités des patients que l'on peut déceler dans les recommandations éthiques de la Société de réanimation de langue française du 9 avril 2020. Dans son ordonnance du 15 avril 2020, en réponse au référé liberté dont je viens de parler, le Conseil d'État semble toutefois estimer que la prise en compte de ces critères, dès lors qu'elle s'inscrit dans le recours à une pluralité de critères, ne constitue pas une discrimination. Le recours a donc été rejeté. Mais la prise en compte d'une pluralité de critères n'est pas la seule exigence préconisée pour ne pas tomber dans la discrimination. Il faut ensuite que celle-ci soit strictement circonstanciée et individualisée. Cela apparaît très clairement dans les recommandations de l'Agence régionale de santé Île-de-France du 19 mars 2020. Les documents professionnels et recommandations de bonne pratique sont parfois ambigus sur ce point. Ainsi, les recommandations de la Société de réanimation de langue française évoquent la possible mise en œuvre d'algorithmes de priorisation. De son côté, le Conseil scientifique, dans sa note du 30 mars 2020, préconise l'établissement de critères préalablement définis pour la décision d'hospitalisation des pensionnaires d'EHPAD en unité Covid. L'ambiguïté est compréhensible. Intuitivement, il est possible d'avoir le sentiment que l'égalité entre les patients passe par l'élaboration de critères qui seront les mêmes pour tous. Mais en décidant ainsi à l'avance et de façon abstraite du sort de patients sur la base de critères préétablis, les préconisations s'éloignent d'une appréciation circonstanciée et se rapprochent inutilement de la discrimination indirecte. Dès lors, le meilleur moyen d'assurer un égal accès aux soins des patients, exempt de toute discrimination, est certainement de ne pas établir de critères préalables de façon anticipée et de prendre une décision médicale au cas par cas pour chaque patient en prenant en compte une pluralité de critères propres à la situation particulière, comme par exemple le niveau de saturation à ce moment, quand se libéreront les prochains lits, les patients peuvent-ils être mis en attente, etc. Risque d'opacité, d'arbitraire, ce sont certainement là les écueils de telles pratiques. Mais est-il possible de les éviter ? Oui, certainement. Ou du moins de limiter le risque de les voir se réaliser en collectivisant la réflexion sur chaque cas particulier.
L'Agence régionale de santé Île-de-France estime ainsi que la procédure collégiale, légalement applicable pour l'arrêt des traitements en cas d'obstination déraisonnable, trouve à s'appliquer ici. Juridiquement, cela peut être discuté dans la mesure où, précisément, on parle ici de situations pour lesquelles les soins ne seraient pas constitutifs d'une obstination déraisonnable. Mais sur le fond, la recommandation d'une procédure collégiale, collective, est souhaitable, non seulement pour les décisions qui risquent d'abréger la vie des patients, mais aussi pour toutes celles consistant à décider quels seront les patients qui ne recevront pas des soins dans d'aussi bonnes conditions qu'en temps normal, ceux qui souffriront d'un retard dans leur prise en charge, ceux qui ne pourront pas accéder aux unités Covid, non spécialistes dans les soins de réanimation, ceux qui subiront un transfert géographique, etc. C'est le sens de l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui, le 13 mars 2020, préconisait le concours d'une cellule éthique dédiée pour tout ce qui concerne les situations d'accès aux soins dans le cadre de la pandémie. Car c'est bien de cela qu'il est question, d'une question éthique, plus encore que juridique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.